Il existe sur Terre des personnes qu'on peut considérer comme des super-héros ou ayant des super-pouvoirs. En fait, il ne s'agit en rien de quelque chose de surnaturel, mais juste des cas exceptionnellement rares dans la médecine qu'on a du mal à expliquer. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui parce que, vous ne le saviez peut-être pas, mais Toony, Père Toonlar, que voici présent devant vous, est passionné depuis sa plus tendre enfance par les cas médicaux complètement incroyables. Et oui les amis, je lisais le Petit Larousse médical que voici, ce livre rouge, et à l'intérieur vous y trouverez des choses absolument infâmes, et moi j'adorais ça. Plongeons ensemble aujourd'hui dans ces cas médicaux complètement incroyables et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. L'hypermnésie, c'est un truc qui va toucher souvent l'autobiographie, donc l'histoire de soi-même. Et c'est une capacité cognitive absolument hors norme, puisque les personnes atteintes de cette pseudopathologie, qui n'en est pas vraiment une, mais une caractéristique plutôt, eh bien ils sont capables de stocker et de retrouver une quantité anormalement élevée d'informations, voire la quasi-totalité des informations jusqu'à la date précise, l'heure à laquelle il a plu, combien de quantité de pluie, et en 1987, à 8h30, quelle couleur était la voiture qui est passée devant chez eux. Ce genre d'informations très utile. Contrairement à les mémoires classique qui va trier, oublie et filtre naturellement les données jugées non essentielles, eh bien l'hypermnésie, elle semble incapable de faire ce tri. Leur mémoire, elle fonctionne comme un enregistreur ultra performant qui ne s'arrête jamais. Et ils vont capturer absolument l'intégralité de tout ce qu'ils voient, entendent, ou même les sensations. Voilà, absolument tout. C'est un phénomène neurologique extrêmement rare qu'on ne retrouve que chez quelques personnes sur Terre. Et selon certaines études, seule une centaine de personnes à peu près dans le monde seraient justement officiellement reconnues comme hypermnésiques. Et dans cette centaine de personnes sur 8 milliards, il y a encore des degrés, et il y en a que quelques-uns où c'est vraiment... Ils se souviennent d'absolument tout. Il y avait un gars comme ça, je crois qu'il est décédé malheureusement aujourd'hui, d'ailleurs il a inspiré je crois le film Rain Man. Le mec était capable de lire un livre avec chaque œil qui lisait une page, c'est-à-dire il lisait 2 pages en même temps avec chaque œil. Il sait faire ça, mais par contre il a du mal à lasser ses lacets ou cuire un œuf, il y a souvent une petite contrepartie. Le cerveau humain il est doté d'un mécanisme d'oubli qui est indispensable à notre équilibre mental, parce qu'il va trier en permanence nos souvenirs pour éviter une surcharge d'informations inutiles. Mais chez les hypermnésiques, ce filtre il semble partiellement ou totalement inopérant. Le résultat, c'est que leur esprit il va tout incorporer. Ces souvenirs, ils vont refaire parfois surface sans prévenir de manière incontrôlable. Les recherches en neurosciences, elles ont montré que chez ces personnes hypermnésiques, certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe ou le cortex préfrontal, donc qui est devant, sont particulièrement actives. L'hippocampe, qui est responsable de l'encodage et du rappel des souvenirs, présente une activité et une densité de connexion neuronale supérieure à la moyenne, ce qui expliquerait en partie leur faculté exceptionnelle. Évidemment, il y a d'autres facteurs, parce qu'il y en a tellement peu dans le monde que c'est pas aussi simple que ça. L'hypermnésie, elle se manifeste relativement de la même manière chez tout le monde qui en est atteint. Immédiatement, avec une date et un jour qu'on leur donne, ce qu'elle faisait, le temps qu'il faisait, si c'était un mardi, un jeudi, etc. Ils peuvent aussi retranscrire l'intégralité des discussions de la journée à la période que vous voulez, voilà. C'est vraiment la cassette enregistreuse. Alors on pensait que l'hypermnésie, elle concernait surtout les jeunes adultes dont le cerveau bénéficie encore d'une grande plasticité. Alors on a fait une découverte étonnante qui a remis cette idée en question, parce qu'à l'université de Pérouse, vous avez des chercheurs qui ont étudié le cas de JC, qui est un homme de 80 ans, doté, lui, d'une mémoire autobiographique exceptionnelle, voire complètement incroyable. Parce que depuis son enfance la plus petite, JC se souvient d'absolument tout. Là où la mémoire décline généralement avec l'âge, eh bien lui, il conserve une capacité de rappel intacte, voire complètement hors du commun. Par exemple, ce gars-là, vous pouvez lui donner une date au hasard dans sa vie, il vous racontera précisément ce qu'il faisait. Et ce qui est étonnant, c'est que ses performances de mémoire, elles rivalisent largement avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Donc vraiment, son cerveau a conservé ses capacités. Et ça, on sait pas trop pourquoi. Le docteur Valerio Santeghello et son équipe ont observé chez ce monsieur une mémoire d'une clarté et d'une rapidité de récupération déconcertante. Ce cas unique au monde, il remet en question l'idée selon laquelle la mémoire humaine décline inévitablement avec l'âge. Ce monsieur, c'est l'exemple même que le cerveau peut conserver ses capacités avec l'âge. Mais alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on sait pas encore. Alors, ça peut paraître vachement bien d'avoir ce genre de capacité, mais c'est pas forcément un cadeau. Parce que les hypermnésiques ne peuvent pas choisir ce qu'ils retiennent. Tout s'impose à eux, y compris des souvenirs qu'ils préféreraient oublier. Et cette surabondance d'informations, elle peut provoquer du stress, de l'anxiété, voire même des troubles obsessionnels psychiatrique. Le plus difficile dans tout ça, en tout cas c'est ce qu'il raconte, ce sont les charges émotionnelles que ces souvenirs ramènent à chaque fois. Parce qu'un événement traumatique qu'ils vont vivre peut être revécu avec la même intensité qu'au moment où il s'est produit. Donc c'est assez horrible. Par exemple, si, je sais pas, ils ont un proche qui décède, eux ils vont se souvenir mais à 100% du truc, et si un jour ils y repensent, eh ben, ils vont revivre tous les jours le même truc. Enfin c'est assez gore. Hein. Alors malgré ces inconvénients, l'hypermnésie elle ouvre des perspectives absolument passionnantes pour la recherche scientifique, parce qu'en étudiant les particularités cérébrales des hypermnésiques, les chercheurs espèrent mieux comprendre
comprendre les mécanismes de la mémoire humaine. Alors comment elle encode, comment elle conserve, ou alors comment elle restitue les souvenirs. Ces connaissances pourraient un jour permettre de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour lutter contre des troubles de la mémoire liés à l'âge, ou bien comme des maladies comme Alzheimer ou autres. Le syndrome de l'enfermement, c'est peut-être l'une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un. Et ça fait partie des cas médicaux complètement hallucinants qu'on a du mal à expliquer. Vous avez Martin Pistorius, par exemple, qui représente l'un des exemples les plus stupéfiants du syndrome d'enfermement. Alors, le syndrome d'enfermement, c'est une condition neurologique extrêmement rare et terrifiante qui va emprisonner une conscience lucide dans un corps qui ne peut plus bouger. En 1988, la vie de Martin Pistorius, elle va basculer immédiatement. Ce jeune Sud-Africain de 12 ans, qui menait alors une vie tout à fait normale et épanouie, va commencer à manifester une constellation de symptômes troublants, dont l'origine échappe à toute explication médicale immédiate. Il commence à avoir de très grosses fatigues qui durent longtemps, complètement différent d'un épuisement que tout le monde peut ressentir. Cette fatigue, elle va s'accompagner rapidement de douleurs diffuses dans l'ensemble du corps, sans localisation précise, qui permettrait d'orienter un diagnostic. Plus alarmant encore, Martin va développer des troubles de la coordination qui affectent progressivement sa motricité fine puis globale. Ses mouvements, auparavant fluides et assurés, vont devenir maladroits et imprécis, comme si le lien entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il faisait était rompu. Évidemment, à ce moment-là, ses parents vont entamer un parcours médical très difficile. Ils consultent successivement différents spécialistes, espérant obtenir des réponses et surtout un traitement efficace pour leur fils. Et pourtant, malgré de nombreux examens et consultations, vous avez aucun médecin qui ne parvient à identifier avec certitude l'origine de tous ces symptômes extrêmement bizarres. Sauf que là, le gamin il est en train de sombrer petit à petit, on sait pas ce qu'il a. Donc vous avez cette fameuse période d'errance médicale, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez un problème, c'est souvent ça. Vous avez un temps avant que les diagnostics soient posé, on appelle ça l'errance médicale, vous allez voir 36 médecins, on vous dit plein de trucs différents. Jusqu'au jour où il y en a un qui dit mais attendez, les 50 autres médecins ils sont débiles, en fait vous avez ça, et voilà, connaissance de cause. Bonjour, dites-moi en commentaire si vous avez connu ça aussi. Alors évidemment il y a plein d'hypothèses qui vont être faites, on va penser à une infection virale atypique, une maladie auto-immune, des troubles neurologiques rares. Ah oui, quand les médecins ils savent pas, ils disent c'est une maladie auto-immune, on sait pas ce que c'est, dégage. Cas classique. Bonjour messieurs, dames les malades et leurs chères familles. Bon, les médecins ils vont tâtonner, ils prescrivent des traitements empiriques qui s'avèrent totalement inefficaces. L'état du gamin il va encore empirer. Alors, en quelques mois, Martin y passe du statut d'adolescent actif à celui de patient gravement handicapé. Il va quasiment plus pouvoir bouger jusqu'à ce qu'il devienne incapable d'effectuer le moindre mouvement volontaire. Vous avez également ses capacités de communication qui s'étiolent progressivement. Il a d'abord du mal à articuler et en fait, il perd la parole complètement. Les médecins posent finalement le diagnostic d'état végétatif. À partir de là, je veux dire, c'est pas compliqué à deviner. Une condition caractérisée par l'absence apparente de conscience de soi, de l'environnement. On dirait qu'il est inconscient, qu'il bouge plus, mais en fait, voilà, il est tout à fait normal, c'est juste son corps qui ne répond plus. Et là, c'est terrible parce que les spécialistes, ils vont dire aux parents, jamais il ne redeviendra normal. Il va rester comme ça. Ce qui est encore plus tragique, c'est que dans son cas, à ce jeune garçon, c'est qu'il y a une perspective très sombre. Les médecins, convaincus de l'irréversibilité de son état, conseillent à ses parents de le ramener à domicile pour lui prodiguer des soins palliatifs. En gros, ils disent, reprenez-le à la maison, voilà, c'est terminé, il sera mieux chez vous. Et là, il va se passer un truc assez incroyable, parce que contrairement aux prédictions médicales, le jeune Martin, il va revenir petit à petit à la conscience. Et donc il commence à retrouver sa conscience quelques années après le début de sa maladie. Ce processus de réveil ne correspond pas à l'image romanesque d'un soudain retour à la lucidité. En fait, il s'agit plutôt d'une émergence graduelle qui est presque imperceptible de la conscience. Martin, il va réussir même à décrire cette expérience comme un lent retour à la surface après une longue immersion dans les profondeurs. Sa conscience, elle va d'abord réapparaître de manière fragmentaire, par brides, avant de se consolider progressivement. Il commence à percevoir son environnement, à comprendre les conversations qui se déroulent autour de lui et à saisir la réalité de la situation. Alors là, on se dit, c'est génial, il a retrouvé la conscience. Le problème, c'est que son corps ne réagit pas du tout. C'est-à-dire que voilà, il y a que sa conscience qui est revenue, mais son corps ne bouge plus. Mais vraiment plus du tout. C'est-à-dire qu'il a les yeux comme ça, il peut plus rien faire. Il est même incapable de cligner des yeux pour signaler sa présence. Alors, normalement, ce genre de conditions, on les voit dans des lésions du tronc cérébral, qui est la structure qui relie le cerveau à la moelle épinière, qui va contrôler de nombreuses fonctions vitales. Dans le syndrome d'enfermement que souffre Martin, vous avez la voie cortico-spinale qui est interrompue, empêchant la transmission des ordres moteurs du cerveau vers les muscles. Cependant, et c'est là toute la tragédie de cette condition, les fonctions cognitives supérieures restent parfaitement préservées. Le patient demeure pleinement conscient, capable de penser, de ressentir des émotions, de percevoir son environnement, mais il est privé de tout moyen d'expression. Vous êtes vraiment enfermé dans votre propre corps. Alors, on confond souvent état végétatif et syndrome d'enfermement, ça n'a rien à voir, parce que la différence, évidemment, c'est en état végétatif, vous n'avez plus tellement de conscience. En syndrome d'enfermement, vous êtes tout à fait normal, sauf que vous pouvez plus bouger, même plus les yeux. Parfois, il y a les yeux, mais c'est très rare. Abomination dans l'abomination, parfois ses parents le placent dans un institut, voilà, pour
pour se soulager parce que c'est quand même très compliqué à vivre. Et là, dans cet institut, lui, va se faire abuser. Enfin, vous voyez, c'est vraiment innommable. Après plus d'une décennie d'enfermement total, sa vie, elle va basculer. Tout ça grâce à l'intervention d'une soignante qui a vu qui pouvait communiquer. Elle s'appelle Virna van der Walt. Elle travaillait dans le centre où Martin était périodiquement accueilli. Elle va remarquer des détails subtils qui échappent à tous les autres pendant des années. Il va faire des mouvements oculaires qui semblent suivre certaines personnes. Des réactions qui semblent être voulues. Contrairement à ses collègues qui interprètent ces manifestations comme des réflexes involontaires sans signification, cette dame elle a l'intuition que ce sont des micro-expressions qui pourraient être intentionnel. Finalement, grâce à cette dame, on va réévaluer l'état neurologique de Martin. Ça va constituer un tournant décisif dans son parcours. Parce qu'en fait, Martin, on va se rendre compte qu'il est capable d'utiliser de légers mouvements oculaires pour communiquer de manière rudimentaire. Cette découverte, elle bouleverse complètement la perception que l'on a de son état. Là, les parents, évidemment, ils sont à la fois contents, mais aussi dévastés, parce que pendant toutes ces années, ils pensaient qu'il était complètement ailleurs, et pas du tout. Il était tout à fait là quand il parlait devant lui. Alors Martin, à ce moment-là, il va apprendre progressivement à utiliser divers systèmes de communication assistée, qui sont adaptés à ses capacités physiques qui sont très limitées. Les premières tentatives, elles reposent sur des tableaux de lettres et un système de balayage visuel, permettent à Martin de former des mots et des phrases en sélectionnant successivement des lettres par des mouvements oculaires. Évidemment, la technologie, elle évolue et Martin, il va en profiter parce qu'il peut maintenant se déplacer tout seul avec son fauteuil roulant, qu'il peut diriger grâce à son œil. L'ordinateur qui lui servait à communiquer va aussi maintenant lui servir à bosser, c'est-à-dire qu'il va taffer sur des logiciels, utiliser Internet, etc. Donc voilà, ça le libère littéralement. Un peu, pas entièrement. Et figurez-vous qu'il va même créer une entreprise de conception de sites web. Complètement incroyable. Comme quoi, la technologie, parfois, ça peut vraiment aider. On va partir sur quelque chose de plus léger, parce que bon, là j'avoue c'était pas très drôle. Vous avez un truc qui s'appelle le blépharospasme. En 2004, la vie de Nathalie Alder, qui est une Australienne de 18 ans, va basculer de façon totalement inattendue. Parce qu'à la veille d'un examen d'anglais crucial, elle se retrouve dans l'incapacité d'ouvrir ses paupières, tout simplement, ne percevant que des formes lumineuses diffuses. Donc en fait, vous vous réveillez un matin, en fait vous êtes comme ça là, j'arrive pas à ouvrir mes yeux, c'est quoi ce bordel? T'imagines la galère? Elle alerte immédiatement son père, elle est comme ça, ah, papa, je vois plus rien, mes yeux s'ouvrent plus, et il l'emmène chez l'ophtalmo. L'examen clinique, il va révéler un paradoxe un peu étrange. Malgré l'incapacité manifeste de Nathalie à ouvrir ses paupières, ses structures oculaires sont parfaitement normales. Le spécialiste, confronté à cette situation inédite qu'il n'avait jamais vue dans toute sa carrière, va diagnostiquer une pauvre sinusite accompagnée d'une petite infection et voilà, d'une inflammation. Il dira ça. Et elle va être mise sous antibiotiques. Classique. Alors, au début, le traitement, il semble relativement efficace. Après quelques jours, Nathalie retrouve sa capacité à ouvrir complètement ses paupières, soulageant momentanément son inquiétude. Cependant, cette amélioration, elle va être de courte durée parce que ses paupières se referment de manière sporadique. Et là, l'évolution de sa condition, elle va prendre une tournure totalement fascinante parce que vous avez un cycle d'une précision mathématique qui va s'établir. Ses yeux restent ouverts pendant 3 jours consécutifs, puis fermés pendant les 3 jours suivants, créant un cycle régulier de 6 jours. Cette périodicité stricte, indépendante de facteurs environnementaux ou comportementaux, suggère l'implication d'un mécanisme chronobiologique distinct des rythmes circadiens habituels. Évidemment, les conséquences pour la vie de Nathalie, elles sont considérables. Impossibilité de maintenir une présence régulière à l'école, elle va devoir notamment abandonner sa scolarité, mais heureusement que sa famille est là pour la soutenir. Et finalement, vous avez un neuro-ophtalmologiste, je ne savais même pas que ça existait les gars, ou une spécialité ophtalmo en neuro, peut-être, je sais pas. Tu deviens neurologue et après tu te fais un petit cursus en plus ophtalmo, ou t'es ophtalmo et tu fais un petit cursus neurologue, je sais pas. Et donc il y a un de ces gars-là qui va proposer le diagnostic de blépharospasme, qui est une contraction involontaire des muscles des yeux, responsable de la fermeture des paupières. Ce neuro-ophtalmo, il a déjà vu ce truc-là, et il sait que c'est un truc dans le cerveau qui déconne, notamment les ganglions à la base du cerveau. Normalement, ça vient de là. Toutefois, le cas de Nathalie va se distinguer radicalement des présentations classiques du blépharospasme par 3 caractéristiques atypiques. La durée prolongée des épisodes, la régularité cyclique parfaite des symptômes, mais aussi l'âge précoce de manifestation. Parce que souvent, ça arrive à 50 ans, pas à 18 ans. Face à ce cas unique au monde, les médecins, ils vont dire, bah les gars, on va utiliser de la toxine botulique, Botox. Cette neurotoxine, elle va agir en bloquant la libération d'acétylcholine à la jonction neuromusculaire, inhibant ainsi la contraction de certains muscles. Voilà. C'est pour ça que les gens ridés se mettent du Botox comme ça. J'ai 12 ans, mais en fait j'ai 70 ans. Bon, le traitement, il va marcher, mais moyen, parce que ça déconne, et puis elle a des effets encore secondaires qui sont un peu dégueulasses, la nausée, etc. C'est compliqué, ça marche pas trop. Aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi elle a ça. C'est la seule personne au monde qui a un problème cyclique avec les yeux qui se ferment tous les 3 jours pendant 3 jours, dans le monde entier. Voilà, c'est un cas unique au monde. Est-ce que c'est un super pouvoir? C'est très chiant. Nathalie, tu viens avec nous au cinéma la semaine prochaine? Non, yeux fermés semaine prochaine, c'est pas possible. Voilà, c'est que ça, hein.
Saviez-vous qu'on pouvait être allergique à l'eau ? Tout simplement de l'eau H2O. Ça s'appelle de l'urticelle awagénique. Alors, cette réaction allergique, elle est différente de celle qu'on connaît d'habitude. Elle repose sur un mécanisme complexe qui est encore mal compris. Évidemment, ce sont des cas qui sont extrêmement rares, c'est pas très bien documenté, mais on sait que ça existe. Tu fais une bataille d'eau, tu dis « Non, arrêtez, je suis allergique à l'eau », personne te croit. Et pourtant, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Genre, on te jette un ballon d'eau, tu gonfles comme ça. Bon. Alors, la prévalence exacte de l'urticaire aquagénique, elle reste inconnue en raison du faible nombre de cas rapportés dans les registres médicaux mondiaux. Vous avez le cas d'une dame qui s'appelle Aisling Morris, qui a développé cette pathologie suite à un traitement aux antibiotiques. Des fois, les antibiotiques, ça fait des trucs bizarres. C'est tellement rare que les cas qui sont connus dans le monde, ils ont même pas été étudiés. Alors, on a fait des hypothèses sur pourquoi les gens sont allergiques à l'eau. Vous avez l'hypothèse de l'histamine endogène. Le contact avec l'eau pourrait provoquer la libération anormale d'histamine par les mastocytes cutanés, donc voilà, des cellules du système immunitaire qui déclenchent ainsi une réaction inflammatoire. On pense aussi que l'eau pourrait finalement interagir avec des substances qui sont présentes dans la couche de la cornée de l'épiderme, générant des composés irritants qui pénètrent alors dans les couches profondes de la peau. Il y a une hypothèse qui met en avant la barrière cutanée qui serait altérée, notamment en la rendant plus perméable et en créant justement des réactions un peu cutanées. Bon voilà, on va pas s'étaler 100 ans sur l'allergie à l'eau, mais il faut savoir que ça existe. Aujourd'hui, on sait même pas pourquoi ça existe. À l'époque, quand je prenais des douches, c'est vrai que des fois, j'avais des plaques rouges partout sur la gueule. On me disait, mais qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que j'étais allergique à l'eau ? Je ne pense pas. Est-ce que c'était l'eau du robinet qui était blindée de chlore et qui me brûlait le visage ? Je pense que oui. Alors c'était à Nantes, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, tu te douchais, t'étais désinfecté. Passons maintenant sur un sujet qui me passionne, le chimérisme, les chimères. La chimère, comme Mission Impossible 3, vous l'avez, la ref ? Nous avons créé un monstre, la chimère. Faut savoir que le chimérisme, c'est un sujet mais qui est passionnant, qui mériterait une vidéo complète. L'attention du grand public a été captée par ce sujet au cours des 2 dernières décennies. Ce terme, qui est emprunté à la créature mythologique grecque composée de parties d'animaux différents, désigne en médecine une condition où un individu possède 2 populations cellulaires génétiquement distinctes. En gros, c'est une personne humaine qui va porter l'ADN de quelqu'un d'autre. Faut savoir que un enfant dans le ventre va échanger des cellules avec sa mère et inversement. Cette particularité biologique, longtemps restée dans l'ombre des curiosités médicales, est devenue plus visible à travers quelques cas emblématiques relayés par les médias. Ces histoires complètement extraordinaires ont non seulement éclairé le grand public sur cette réalité scientifique, mais ont également soulevé des questions juridiques, éthiques et identitaires profondes. Comment peut-on être génétiquement différent de ses propres enfants tout en étant leurs parents biologique? Vous avez le chimérisme tétragamétique, eh bien ça représente la forme la plus complète de chimérisme naturel. Cette condition elle se produit lors de la conception, lorsque 2 ovules distincts sont fécondés par 2 spermatozoïdes différents, formant ainsi 2 zygotes, donc des embryons précoces, qui au lieu de se développer séparément comme des jumeaux dizygotes, ou faux jumeaux, vont fusionner précocement pour ne former qu'un seul embryon. L'individu qui en résulte possède alors les cellules provenant de 2 lignées génétiques distinctes. Il a absorbé son frère ou sa sœur, tout simplement. Vous le savez peut-être pas, mais vous avez peut-être 2 génomes différents. Peut-être que quand vous étiez au stade d'ovule, il y en avait 2 et vous avez absorbé votre frère. Le terme tétragamétique fait référence aux 4 gamètes qui sont impliqués dans ce processus. 2 ovules, mais aussi 2 spermatozoïdes. Cette fusion embryonnaire, elle survient généralement dans les premiers jours suivant la fécondation, à un stade où les cellules sont encore totipotentes, c'est-à-dire capables de se différencier en n'importe quel type de cellule. Est-ce qu'on est en train de faire une plongée dans un cours de biologie? Tout à fait. La distribution des 2 populations cellulaires dans l'organisme de la chimère peut varier considérablement. Certains organes ou tissus peuvent être constitués majoritairement ou exclusivement de cellules provenant d'une lignée, tandis que d'autres peuvent contenir des cellules de l'autre lignée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre cœur qui a, on va dire, votre ADN, et votre foie qui est fait avec l'ADN de votre frère que vous avez absorbé dans le corps de votre mère quand vous étiez un ovule. Est-ce que cette condition est incroyable? Totalement. Évidemment, la question, c'est quand vous commettez un crime, est-ce qu'il peut y avoir 2 ADN ou pas votre ADN? Eh bah oui, et c'est déjà arrivé. Cette mosaïque cellulaire, elle explique pourquoi le chimérisme peut passer inaperçu pendant des décennies, voire toute une vie. Le premier cas médiatisé de chimérisme tétragamétique, ça remonte à 2002, à Boston. Vous avez Karen Keegan, une femme de 52 ans souffrant d'insuffisance rénale, qui devait subir une greffe. Lors des tests de compatibilité HLA, qui s'appelle Human Leukocyte Antigen, qui sont réalisés sur les membres de sa famille pour trouver
trouver un donneur potentiel, les médecins ont fait une découverte stupéfiante. Selon les analyses génétiques, Karen ne pouvait pas être la mère biologique de 2 de ses 3 fils, bien que ces derniers possédaient une allèle HLA provenant de leur père. Le second ne correspondait pas à celui de la mère supposée. Donc là, elle s'est dit, mais attends, il y a un problème, parce que l'enfant, il est sorti de moi, je l'ai accouché, je le sais. Le père, il dit pareil, je l'ai vu, j'ai vu, j'étais là, j'ai vu. Comment ça peut pas être la mère, puisque elle les a fait sortir? Donc c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait du chimérisme, et qu'en fait, la mère, elle possédait plusieurs ADN, et elle avait donné à ses enfants un ADN sur 2, et voilà, c'est pour ça. Donc face à cette anomalie, et sachant que Karen était indiscutablement la mère de ses enfants, donc évidemment, là, les médecins, ils ont cherché, ils ont prélevé à des endroits différents de l'ADN, et c'est là qu'ils ont découvert que, finalement, elle avait 2 ADN. On peut l'expliquer parce que Karen avait fusionné, quand elle était à l'état d'ovule, avec son frère ou sa sœur jumelle. Ce qui est marrant, c'est que son sang, lui, avait seulement un ADN. Tandis que ses ovaires, à l'origine de ses enfants, provenaient en partie ou totalement de l'autre lignée. Donc elle portait, en gros, les ovaires de l'ovule qu'elle avait absorbé quand elle était dans le ventre de sa mère. C'est fou, moi j'adore. Alors, est-ce que c'est tes enfants, du coup, à 100%? Je sais pas, c'est bizarre. Ce qui explique pourquoi les tests de maternité n'étaient pas concluants, voilà. Parce que ses ovaires, c'était pas vraiment les siens. Enfin, c'était les siens, mais elle avait un peu absorbé son frangin, enfin sa sœur, du coup. Vous avez un second cas comme ça, une dame qui s'appelle Lydia Fairchild, qui est révélée peu après de celui de Karen. On est en 2002, et Lydia, alors enceinte de son 4e enfant, elle va demander une aide financière de l'État de Washington pour élever, eh bien, ses 3 enfants. Il y a un test ADN qui est fait pour voir si elle a droit à des aides. On fait pas ça ici, hein. En France, tu verras probablement jamais ça, hein. Évidemment, les tests vont revenir, je vous le donne en 1000. Aucun de ses enfants ne sont les siens. Dit comme ça, c'est étrange. Mais le cauchemar ne fait que commencer parce que là, l'État de Washington va la poursuivre parce qu'on va lui dire, madame, vous avez gratté des aides. Ce ne sont pas vos enfants. Vous êtes une mère porteuse. On ne sait pas ce que vous avez fait, mais c'est pas vos enfants. Regardez le test ADN. Donc là, vraiment, cauchemar, hein, qui commence. Cauchemar dans l'ovule. Bon, elle va essayer de trouver toutes les preuves comme quoi elle a bien accouché, elle a eu le suivi médical durant sa grossesse, ses grossesses, mais rien n'y fait. La procédure juridique, elle continue contre elle. Et là, la situation, elle va devenir complètement incroyable parce que sur ordre du tribunal, il y a un témoin qui doit assister à l'accouchement de son 4e enfant. Enfin, du moins, l'État, Washington pense que c'est son premier, puisque les 3, ils comptent pas. Et le juge, il va dire, il faut un témoin parce qu'on la croit plus. Donc, il y a un mec qui va venir à l'accouchement pour confirmer que c'est bien elle qui accouche. Le témoin, il assiste à l'accouchement. On fait quand même des prélèvements sur le bambin et sur la mère pour comparer encore une fois. Mais voilà que les résultats sont encore négatifs. Ce n'est pas la mère. Donc là, il y a un problème. Là, l'État, ou du moins les labos d'État, ils se disent, mais attendez, comment c'est possible? Il y a le témoin. Normalement, ça peut pas ne pas marcher. Et ce n'est qu'après que son avocat découvre finalement l'histoire de Karen, donc la dame qu'on a eue avant, et que l'hypothèse d'un chimérisme est envisagée. Voilà, il y a une petite procédure qui va se faire. On va également faire des tests sur cette dame, et on va constater que ses ovaires ne sont pas les siens. Enfin, du moins, c'est les ovaires de l'ovule qu'elle a absorbé pendant qu'elle était dans le corps de sa mère en train de pousser. Je sais pas si c'est hyper clair, mais vous avez compris. Bon, comme l'autre, en fait, d'avant. Hein. Alors, vous avez un 3e cas emblématique de chimérisme qui a été publié en 2018. C'est un Californien de 34 ans qui va échouer à un test de paternité. Ils vont refaire un enfant, mais cette fois-ci en insémination, je sais pas trop pourquoi. Ils refont un test de paternité, encore une fois, ce n'est pas le père. Sauf que le labo, il confirme qu'ils ont bien utilisé voilà, ce que le père avait donné, puisque c'était le seul caucasien ce jour-là qui faisait ce don. Donc là, il y a un souci. 2 enfants, 2 fois pas le père. Là, ils vont refaire des tests de paternité, ils sont tous négatifs, ils comprennent pas. Là, il y a un généticien, alors qui s'appelle Barry Starr de l'université de Stanford. Ce gars-là, il va faire des prélèvements un peu partout sur ce monsieur, sur le père. Et les résultats révèlent que cet homme possède 2 génomes distincts également. Un génome majoritaire qui est présent dans la plupart de ses cellules et un génome minoritaire qui est présent dans environ 10% de son sperme. Voilà. C'est trop marrant parce qu'en fait, il fait des enfants, mais c'est pas vraiment les siens. C'est trop drôle quand même. Ce génome minoritaire à l'origine de la conception du second enfant, il correspond probablement à celui d'un jumeau qui a été absorbé. Cet homme est à la fois le père et l'oncle de son propre enfant. C'est ça qui est incroyable, les amis. Vous n'avez pas vraiment de signes physiques. Peut y en avoir, on va les voir quand vous êtes atteint de chimérisme tétragamétique. Parfois, il peut y avoir des petites caractéristiques comme l'hétérochromie, notamment la présence d'yeux de couleurs différentes, d'un iris bicolore. Ça peut résulter de l'absorption de l'ovule au moment embryonnaire. Vous avez parfois des endroits de la peau qui sont différents parce que c'est génétiquement pas la même peau, donc voilà, il peut y avoir des variations. Des mèches de cheveux de couleurs différentes. Vous pouvez être blond et brun en même temps, alors je sais pas si ça existe, mais en gros c'est ça. Un groupe sanguin discordant, la détection de 2 populations distinctes de globules rouges qui expriment des antigènes de groupes sanguins différents. Ça constitue un indice qui est significatif de chimérisme. Bon, on a vu le chimérisme, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des gens qui étaient capables de se diriger dans l'espace grâce à l'écolocation tels des dauphins? Vous avez par exemple Daniel Kish qui a perdu la... Pardon. Vous avez par exemple Daniel qui a perdu la vue à l'âge de 13 mois en raison d'un problème médical. Et il a développé cette capacité d'écolocation avec sa langue.
Il fait comme ça, j'ai bavé. Et dès l'âge de 2 ans, lui-même se souvient, il utilisait des clics avec sa langue pour explorer son environnement au-delà d'une clôture. Aujourd'hui, Daniel, il mène une vie active, à peu près normale. Il fait du vélo dans la rue animée. Il campe en pleine nature seul, il nage et danse. Vous avez un autre gars qui s'appelle Ben Underwood, qui est un autre exemple fascinant, qui a perdu la vue à cause d'un rétinoblastome à l'âge de 2 ans. Bon, après l'échec de traitement, il va commencer à percevoir son environnement grâce au son. Son histoire, elle a pris un tournant important lorsqu'il a identifié un grand bâtiment depuis la banquette arrière d'une voiture, marquant les débuts de sa prise de conscience de sa capacité d'écolocation. C'est vraiment Daredevil, mais genre Daredevil, en fait, c'est pas une légende. Il est capable de préciser où sont des objets plutôt petits, faire du vélo, du skate, jouer à des jeux vidéo et aller à l'école sans l'aide d'un chien guide. Alors les jeux vidéo, je sais pas trop comment il fait, mais bon, ils le disent. Il y a des études d'imagerie médicale qui montrent que lorsque un enregistrement contient des échos, les parties du cerveau liées à la perception visuelle vont s'activer chez les écolocateurs, mais pas chez les personnes voyantes. Vous avez certaines études qui suggèrent que les humains ne peuvent pas percevoir des objets très proches par écolocation, notamment situés à moins de 2 mètres. Et pourtant, une étude réalisée en 1962 montrait que des personnes aveugles pouvaient détecter des obstacles à des distances plus courtes, parfois à moins de 10 cm. Ce qui peut être le plus fascinant, c'est que on peut apprendre à faire de l'écolocation. Ça s'enseigne. Daniel Kish, il a même écrit sa thèse de master en psychologie du développement sur ce sujet, développant ainsi la première méthode systématique pour enseigner ses compétences. Cependant, Daniel Kish, il souligne que tous les aveugles n'utilisent pas l'écolocation, évidemment. Le problème, il réside dans les méthodes de formation restrictives que notre société impose, comme par exemple l'utilisation traditionnelle de la canne qui va un petit peu stopper cette évolution d'écolocation. Lui, il prône l'écolocation à la canne blanche. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous invite à cliquer sur ce vidéogramme constitué par mon équipe, moi-même et tout le bazar. On n'oublie pas de rajouter des petits pouces. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. On a passé les 900 000, les amis. Bientôt le million. Le million pour Tony, soon. À très vite. Merci encore. Au revoir.